Lorsque nous pensons à l'Égypte ancienne, nous imaginons souvent des pyramides et des temples colossaux. Ces monuments construits en pierre étaient destinés aux morts et aux dieux. Mais les bâtiments à l'usage des vivants étaient faits de terre. Il reste peu de traces de cette architecture civile, car la population reconstruisait souvent sur les structures anciennes, et il semble que les pharaons rasaient le palais de leurs prédécesseurs pour en construire un nouveau. Le travail conjoint de l'archéologie et de la chimie sur les vestiges conservés permet alors de restituer différentes étapes de la construction et du décor d'un palais de pharaon. Tout commence avec l'utilisation de la brique crue, c'est-à-dire séchée au soleil et non pas cuite. Elle apparaît en Égypte dès le 4e millénaire avant notre ère. Elle est fabriquée à proximité de l'endroit où l'on extrait l'argile, que l'on malaxe avec de l'eau et à laquelle on ajoute de la paille hachée. L'ouvrier utilise la pâte molle pour former des briques au moyen d'un cadre en bois. Les briques sont démoulées et séchées sur place, puis acheminées vers le chantier. On y monte alors les murs par lits horizontaux de briques, liés par un mortier de terre. Nous avons tenté de reproduire l'une de ces briques crues. La terre qui sert à sa réalisation est un mélange d'environ 65% de sable, 15% de matière organique et 20% d'argile, auquel il faut ajouter de la paille. En dépit de tous ces éléments, ce sont les minéraux argileux qui confèrent à la brique crue sa stabilité chimique et ses propriétés mécaniques, à savoir plasticité et résistance. Afin de mieux comprendre, regardons ces argiles de plus près. Ces particules, dont la taille n'excède pas 2 micromètres, sont composées de feuillets empilés tel un millefeuille. Chaque feuillet est un ensemble de différentes couches. Il existe des couches d'octaèdres, chacun constitué d'un aluminium central et de 6 oxygènes, et des couches de tétraèdres, constituées eux d'un silicium central et de 4 oxygènes. La couche tétraédrique se lie à d'autres couches octaédriques par partage d'atomes d'oxygène pour se stabiliser, garantissant ainsi la résistance du matériau. Entre chaque feuillet, il existe un espace dit interfoliaire dont l'hydratation confère à l'argile sa plasticité. Il peut se retrouver vide si les feuillets sont électriquement neutres. Dans le cas contraire, l'ajout d'un cation compensateur de charge assure leur neutralité électrique. Voilà donc comment fonctionne le matériau responsable de la bonne tenue de notre mur. Une fois achevé, le mur reçoit un enduit protecteur constitué de boue argileuse et de paille hachée. La paille évite notamment la formation de fissures lors du séchage. Enfin, les artisans posent une couche préparatoire au décor à base de limon. Sur l'enduit sec, ils tracent une grille de proportion en rouge pour transposer du modèle préparatoire au mur les contours du décor, eux-mêmes tracés ensuite en rouge et au besoin corrigés en noir. Ces étapes finalisées, les artisans appliquent les couleurs grâce à des peintures constituées d'un pigment et d'un liant. Les couleurs de base de la peinture égyptienne sont le noir, le blanc, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Les 4 premières couleurs sont issues de pigments naturellement présents dans l'environnement des Égyptiens et ont donc été les premières utilisées. Le noir, couleur de la terre fertilisée, provient essentiellement du noir de fumée ou de charbon de bois. Le blanc, évocation du lumineux, est obtenu à partir de calcium ou de magnésium sous différentes formes. Le rouge, couleur du désert, est essentiellement issu des oxydes de fer, via l'ocre rouge ou l'hématite. Quant au jaune, il symbolise la lumière solaire et la chair des dieux. Il s'agit d'ocre à base de fer, sous ses différentes formes, de la limonite à la goethite, mais aussi d'or-piment, un trisulfure d'arsenic. Le vert, renvoyant au monde végétal et aquatique, est apparu un peu plus tard sur la palette. Il est issu du minerai de cuivre ou d'une phase vitreuse artificielle riche en cuivre, appelée frite égyptienne. Absent de l'environnement des Égyptiens, c'est seulement vers 2500 avant notre ère que le pigment bleu apparaît, grâce à la mise au point empirique d'un bleu de synthèse appelé bleu égyptien. Sa couleur évoque l'eau, le ciel, l'univers primordial et la chevelure des dieux. Sa mise au point a suscité notre intérêt, car il est le seul pigment utilisé pour le décor à être obligatoirement artificiel. Observons ensemble sa synthèse. Voici les réactifs utilisés dans notre manipulation. Dans l'Égypte ancienne, il est produit par broyage de sable siliceux, de malachite, de calcite et d'un alcalin, comme le carbonate de sodium. L'alcalin est destiné à abaisser la température de fusion du mélange pendant la cuisson. Après refroidissement, on obtient un solide constitué de cuprorivayite,
de wollastonite et de verre alcalin. Différents paramètres influencent l'aspect compact et la couleur du pigment, comme la granulométrie due au broyage avant usage. Après les pigments, intéressons-nous au liant. La peinture murale égyptienne utilise principalement la gomme arabique. Son rôle au sein de la peinture est de garantir la cohésion des grains de pigment et l'adhésion de la peinture au support. Après essai de peinture, voici l'état final de notre brique. Changeons à présent d'échelle. Avec les différentes étapes que nous vous avons décrites, voilà à quoi peut ressembler un palais de pharaon. Aujourd'hui, et malgré de nombreuses recherches, certaines questions restent sans réponse. L'utilisation du terme fresque pour désigner les décors des palais de Malgata et Amarna en est un exemple. Mais en quoi ce terme fait-il débat? En Égypte, rappelez-vous, on peint sur enduit sec, à base d'argile. Or, pour la fresque, une technique bien connue du monde romain, on peint sur enduit frais, constitué de chaux éteintes mélangées généralement à du sable. En séchant, la chaux interagit avec le dioxyde de carbone de l'air et forme une couche de carbonate de calcium qui emprisonne le pigment et rend le décor très résistant. On parle de carbonatation de la chaux. À Malgata et Amarna, l'un des problèmes est de savoir si la technique de la fresque a été utilisée intentionnellement ou si on doit la présence de carbonate de calcium à la réaction spontanée des nombreuses impuretés calcaires naturellement présentes dans l'enduit. En l'absence de texte ou de nouveaux vestiges, il est difficile de trancher. Et c'est dans l'attente de nouveaux éléments que s'achève notre histoire de la création d'un palais de pharaon.